Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, devenez membre de la chaîne. Vous aurez un badge, des emotes et des avantages tels qu'avoir les vidéos en avance. Vous avez aussi le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui on est de retour dans l'univers de Dr House. Dans la continuité de la vidéo critique rétro sur la saison 1, on part sur une analyse et critique de la saison 2. Everybody lies. En fin de saison 1, on découvrait un nouveau personnage très important dans la vie de House, son ex-femme Stacy. On avait appris encore plus de choses sur le passé de House, pourquoi il marche avec une canne, quelles sont les raisons qui font ce qu'il est devenu, ce qu'il est depuis cette fameuse opération qui a changé sa vie. Après avoir guéri le mari de Stacy, cette dernière reste aux alentours et rejoint l'équipe de l'hôpital en tant qu'avocate. Le plan final de la saison, c'était House qui s'enfile un comprimé de Vicodin dans le gosier, ce que j'avais traduit comme étant le signe que par la suite cette addiction allait prendre encore plus de place et serait une grande source de drama autour de House. Et cette saison 2 nous y plonge bel et bien, mais en surface. Ce qui va être le nerf de cette saison 2, c'est avant tout sa relation avec Stacy. Comme pour la rétro-critique de la saison 1, je vais avant tout revenir sur la saison 2 à travers plusieurs épisodes importants. On commence par l'épisode 2, un épisode qui m'a toujours marqué avec son introduction accompagnée par la chanson d'Aguilera. Ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est la patiente, Andy. Elle connaît tous les rouages des hôpitaux, grande habituée malgré son jeune âge, dû au fait qu'elle soit malheureusement cancéreuse. C'est via une opération très risquée, à la fois impressionnante, que House et son équipe trouveront la solution au diagnostic. À travers cet épisode, on voit très clairement que la série n'a pas besoin de guest stars pour proposer des patients très marquants. À la fin de l'épisode, Andy dira à House qu'il fait beau dehors, qu'il devrait sortir un peu. Wilson lui fait également une réflexion qu'il devrait profiter de la vie. House sort, tombe sur une moto et décide alors de faire une promenade, mais à moto. C'est à partir de cet épisode que ce dernier utilisera de temps en temps la moto pour venir au boulot. Cet épisode a reçu quelques récompenses d'ailleurs. À travers l'épisode 3, on en apprend un peu plus sur le passé de House et de sa relation avec Cuddy. House a été son prof quand elle était étudiante. Elle dira de House que même à cette époque, c'était déjà une légende. Au cours de cet épisode, Cuddy est très impliqué avec le patient de House, puisqu'il s'agit de son couvreur, qui est tombé de son toit. Tout au long de l'épisode, la culpabilité va la ronger et fausser ses décisions médicales. Elle dira qu'heureusement à la House, parce qu'il est plus précis et meilleur médecin. Épisode 5, le style motard de House est de plus en plus présent. Globalement, en termes de plans, d'endroits de tournage, la série gagne beaucoup plus en diversité et donc en qualité. La particularité de l'épisode, c'est le parallèle entre le patient de l'équipe et House, avec pour thème le mensonge. Le patient et son père se mentent beaucoup sur des sujets importants et qui seront clés pour le bon diagnostic. Tandis qu'avec House, dans cet épisode, on voit pour la première fois ses parents, et donc lui aussi ment beaucoup à ses parents, et cherchera à les éviter justement en utilisant le mensonge. Finalement, ses parents finiront par lui rendre visite. On en apprend donc encore plus sur House à travers les discussions qu'ils ont ensemble. Cameron sera même très intrusif dans sa vie privée, cherchant plus de détails sur lui et ses parents. Ce dernier confiera qu'il déteste son père, car celui-ci est toujours très critique envers lui, tandis que par rapport à sa mère, il n'a pas à se plaindre, car c'est une mère très aimante. C'est à partir de l'épisode 6 que pour moi on commence l'arc autour de Stacy et House, ce dernier qui cherche clairement à foutre la merde entre Stacy et son mari. Il y a ce moment durant l'épisode qui m'a littéralement tué de rire où House cherche la merde avec Mark, blaguant sur le fait qu'il est sûrement encore trop faible pour faire fonctionner son muscle, son pénis, pour faire l'amour à sa femme. Ce dernier lui répondra que c'est pas la taille du muscle qui compte mais l'endroit où on le met. Durant l'épisode, Stacy et House auront une discussion sérieuse où elle avouera à House qu'elle l'aime et le déteste à la fois, qu'il doit faire avec parce qu'elle aime aussi Mark. À la fin de l'épisode, House ira fouiller dans les dossiers de la psy de l'hôpital et regarde celui de Stacy. Durant cet épisode, on en apprend un peu plus sur Cameron et son défunt mari. On verra par exemple la photo de leur mariage. Épisode 7, durant tout l'épisode, House est bizarrement très gentil avec Stacy, cherchant à l'aider par exemple à capturer un rat dans sa maison. Cette dernière finira par deviner que House a fouillé son dossier psy. Marre des manipulations de House, elle exprimera son agacement profond pour les manipulations de House. Le parallèle notable et plus qu'évident de l'épisode,
c'est le rat. House est le rat qui a fouiné et violé l'intimité de Stacy. Autre fait spécial de l'épisode mais n'ayant rien à voir avec Stacy et House, c'est le fait que Cameron et Chase couchent ensemble. Dans l'épisode 8, on s'éloigne un peu plus de la relation Stacy et House, mais on se sert pas mal de Stacy puisque l'épisode est découpé de façon originale à l'image de l'épisode 21 de la saison 1. On découvre au fur et à mesure de l'épisode que Chase a fait une bourde avec une patiente qui aurait entraîné sa mort. Le frère de cette dernière, joué par Ryan Hurst, attaque donc Chase et plus largement l'équipe de diagnostic en justice, d'où l'importance de Stacy dans cet épisode. Dans cet épisode, Foreman décrit Chase comme une personne très semblable à House, de par son comportement envers les patients. Il fait mine d'être sympathique alors qu'il n'a qu'une envie, c'est que le moment passe le plus vite possible. C'est donc via cet épisode que la série nous fait un premier parallèle entre les deux personnages, ce qui est plus qu'intéressant vis-à-vis de la fin de la série et ce que devient Chase. Au bout du compte, on finit l'épisode sur le reveal, le twist, où en fait Chase a un peu ignoré la patiente car il avait reçu un coup de fil avant qui l'avait totalement chamboulé. C'était sa belle-mère qui lui annonçait la mort de son père des suites d'un cancer. Parallèle aussi avec la patiente atteinte elle aussi d'un cancer. Ce qui provoquera de la culpabilité chez Chase qui s'enfoncera devant le père de la patiente pour que ce dernier gagne le procès et puisse subvenir aux besoins de sa famille malgré la perte de sa sœur. Suite à cela, House et Chase seront sanctionnés et Foreman devient la personne qui supervise l'équipe pour un mois. Cet épisode fait limite office de mid-saison tellement l'épisode est bon et propose plusieurs twists et un cliffhanger vraiment intéressant, un poste que Foreman retrouvera dans les saisons suivantes. Cet épisode 8 met en lumière pas mal d'aspects des personnages qui reviendront à travers les saisons suivantes. Épisode 9, on a un aperçu d'un Foreman qui surveille, dirige l'équipe de diagnostic, qu'on retrouvera donc plus tard comme je vous l'ai dit, en saison 4. C'est vraiment intéressant de voir à quel point la série a été très bien pensée à travers les saisons, rien que par rapport à ce détail de la saison 2 avec Foreman. Cet épisode marque au fer rouge le fait que House ne fait pas que du bien avec ses résultats. La patiente de l'épisode intéresse fortement House, malgré qu'elle ait pu mentir à de nombreuses reprises. Ce dernier ira donc jusqu'au bout pour la sauver, sauf que cette dernière, même après qu'House la sauve, continue ses conneries dans d'autres hôpitaux. Les discussions entre Foreman et Cuddy sont ultra intéressantes dans ce sens, puisque Foreman remarque bien que House n'est parfois pas du tout objectif et rationnel sur certains sujets, qu'il est anarchiste et de fait potentiellement dangereux pour l'hôpital. La scène de fin d'épisode tend vers cette vérité. House a sauvé une droguée autodestructrice alors qu'elle aurait dû mourir. Avec l'épisode 10, on continue avec un Foreman au-dessus de House, mais sans vraiment l'être, puisque finalement House arrive à prendre le dessus sur la situation. Le sujet principal de cet épisode, c'est la relation House-Stacy qui fait son petit retour. Ces derniers se retrouvent coincés à l'aéroport après un rendez-vous juridique concernant les prescriptions de House. Stacy et Mark se sont disputés. House et Stacy s'embrassent à l'hôtel, mais un appel de l'équipe concernant le patient de l'épisode vient gâcher le moment alors que la Stacy était chaude comme une baraque à frites. House passe la nuit dans l'aéroport vide à réfléchir sur le cas. On remarque un parallèle entre House et le patient. Ce dernier a changé pour la femme qui l'aime alors que House non, mais le patient a menti à sa femme pendant longtemps. Quand House fait son speech final de diagnostic, la parallèle est accentuée par le fait que durant son speech justement, il regarde Stacy de façon nostalgique. La discussion entre les deux avant que Stacy prenne son avion accentue encore plus le parallèle. Ils n'ont pas arrêté de s'aimer, on sent que leur relation pourrait très bien repartir. Épisode 11, Wilson fait la leçon à House et Stacy par rapport à se baiser à l'hôtel, ça n'empêchera pas les deux de coucher ensemble. Du coup, durant l'épisode, Mark vient à House pour parler de Stacy. Il sent qu'il la perd et soupçonne fortement House et Stacy d'avoir quelque chose. Au final, House dira à Stacy que leur relation n'est vouée qu'à la rupture, qu'il préfère ne plus continuer. House le confronte à nouveau, cette fois-ci pour lui dire qu'il rompt avec Stacy uniquement pour rester malheureux. Selon lui, House pense que son malheur garde en lui ce qui fait le médecin si spécial qu'il est. Épisode 13, House se réveille avec une douleur plus intense que d'habitude. Wilson suggère qu'il se peut que son muscle aille mieux, mais House lui pense qu'il suffit qu'il prenne plus de Vicodin. Sauf que la douleur s'intensifie à travers l'épisode. L'équipe le remarque et Foreman accuse House de ne pas gérer sa douleur et que cette dernière influe sur son avis médical. House finit par demander à Cuddy une injection de morphine carrément. Bien qu'elle refuse, House s'énerve et nous fait montrer sa jambe pour la première fois, ce qui fait que Cuddy accepte. À la fin de l'épisode, House revient vers Cuddy pour une nouvelle dose de morphine, mais cette dernière lui avoue qu'elle lui avait juste donné un placebo et non de la morphine. Preuve de plus que House est totalement un drogué. De l'épisode 14 à l'épisode 16, on a une phase où Wilson se sépare de sa femme et vit en coloc avec House pendant quelques temps. Durant ce temps, il y a des jeux marrants entre les deux où ils se pourrissent un peu la vie. House qui force trop par moment, Wilson qui se gêne pas pour répliquer. Finalement, Wilson prend un avocat et divorce. Épisode 18. Via cet épisode, on va découvrir jusqu'où l'influence de House peut aller vis-à-vis de son équipe. Au début de l'épisode, Foreman et Cameron sont en conflit, Foreman ayant piqué un article de Cameron. Elle sera aussi en conflit avec House durant l'épisode
l'épisode sur le fait que leur patiente profite de sa conjointe pour une greffe alors qu'elle veut la quitter. Cameron veut informer la conjointe tandis que House veut que le mensonge perdure parce que la greffe sauvera la patiente. Le mensonge avant la vie et pour la vie quelque part. House donne une leçon à Cameron, lui dit que c'est justement à cause de son comportement trop honnête et niaise qu'elle s'est fait piquer son article par Foreman. À la fin de l'épisode, Cameron et Foreman ont une ultime discussion sur le sujet où Foreman sera odieux avec elle, estimant qu'ils ne sont pas amis mais collègues et que de ce fait il n'a pas à s'excuser. Plan final, House dort dans son bureau et on voit la scène en fond, marquant clairement l'influence qu'a House sur ses poulains. Intrigue à double épisode avec les 20 et 21 avec un Foreman au premier plan. Le nouveau patient est un flic et propage une infection qui finit par toucher Foreman. Les deux finiront en quarantaine, le challenge est double, sauver le patient et Foreman qui malgré les douleurs et l'infection cherchera à aider au diagnostic. À travers cet épisode on en apprend plus sur Foreman, notamment sa vision, ses a priori envers la police. Wilson taquine House sur le fait qu'il a allégé sa manière de traiter les patients parce que c'est Foreman qui est malade. House le prend plutôt mal bizarrement, comme si qu'il ne voulait pas admettre être attaché à Foreman. À la fin de l'épisode, beaucoup de drama, Foreman pique Cameron, l'infectant à son tour et de fait l'oblige à retourner dans l'appartement du flic pour trouver une solution. Le patient décède et hop, cliffhanger. On reprend avec l'épisode 21 donc, Foreman appelle son père au téléphone qui ensuite débarque à l'hôpital. Encore plus dans l'intimité de Foreman, on apprend aussi d'autres infos sur sa vie privée donc, il a un frère et sa pauvre mère a Alzheimer. L'arrivée du père Foreman apporte vraiment quelque chose de très intéressant à l'épisode, c'est un homme religieux qui n'a pas peur de perdre son fils, ce qui bien sûr n'est pas le cas de Foreman lui-même, il confie ses décisions médicales à Cameron, ne faisant donc visiblement pas confiance à son propre père en ce qui concerne l'aspect médical. Si ça peut paraître méchant entre guillemets, ça peut se comprendre. Il a beau être odieux avec tout le monde durant ce double épisode, finalement il sera doux avec son père. C'est sûrement l'épisode avec le plus de tension de cette saison 2, Foreman rafale tout le monde, House manipule même le père de Foreman pour aller dans son sens, et Cameron sera très cash même avec Cuddy qui est quand même la big boss de l'hosto. Au final l'épisode termine sur House qui trouve le problème pour éviter une biopsie du cerveau, mais Cameron l'a faite quand même entre temps, de possibles séquelles qui se traduisent par une paralysie des pieds, et le fait que quand on lui demande de lever le bras droit, il lève le bras gauche, encore un cliffhanger. Mais on se débarrasse très vite de ça durant l'épisode 22, où Foreman revient au boulot, le sourire aux lèvres, ayant totalement récupéré et bizarrement très affectif avec Cameron. Il épouse complètement sa seconde chance. Chase décide d'aller dans un autre service, de faire un break, une décision à laquelle House va s'y confronter et ne croit pas aux excuses données par Chase, à savoir qu'il en a marre que les gens mentent, car ça a failli tuer Foreman. Durant l'épisode, ce dernier se montrera bien trop docile, bien trop gentil et pas assez nerveux dans ses échanges pendant les différentiels, ce qui va fortement agacer House. Surtout après que la patiente de l'épisode tente d'étouffer son bébé. Foreman avait donné plutôt une bonne piste sur cette dernière, suggérant la psychose. Si Foreman avait insisté sur son idée de diagnostic, comme il avait l'habitude de le faire avant, la patiente n'aurait sûrement pas réussi sa tentative de meurtre sur son propre enfant. Malgré tout, l'enfant meurt pendant que la mère sombre de plus en plus, jusqu'à reprendre conscience et être dévastée suite à la triste nouvelle. Entre-temps, House devine que Cuddy prend un traitement contre la stérilité et avait pris rendez-vous avec Wilson pour évaluer son collègue, pour être un potentiel candidat au don de sperme. Finalement, l'équipe de House trouve le bon traitement pour la patiente, mais cette dernière, encore sous le choc et se sentant complètement coupable de la mort de son enfant, refuse le traitement et préfère mourir. Dans cet épisode, je prends note l'opposition entre Foreman le bon et la patiente refusant la vie. Après ça, House remet Foreman sur les rails et veut qu'il redevienne comme avant. Avant-dernier épisode, House se lève avec une douleur encore plus hard que d'habitude, voulant s'injecter lui-même de la morphine de bon matin, mais Cuddy arrive à donner envie à House par répondeur avec le cas de l'épisode. La patiente est soi-disant la fille d'un ancien ami de House. La situation et le doute sur la paternité de son ami amusent beaucoup House, sachant que son ami a toujours été très naïf, ce dernier cherchera malgré tout à préserver son ami. On découvre une autre facette de House, on en apprend un peu plus sur son passé via cette relation d'amis qui date d'avant Wilson, donc c'est très intéressant. Mais la relation qui retient mon attention durant cet épisode, c'est House Cuddy. Cette dernière a besoin de House pour s'injecter un médoc facilitant la fécondation in vitro, et après une discussion sur ses possibles prétendants donneurs, elle confie à House le soin de choisir le meilleur d'entre eux pour elle. Sur la fin de l'épisode, House a la confirmation que la fille de son ami n'est pas vraiment sa fille, mais laisse les choses comme elles sont. Et Cuddy, de son côté, vient rendre visite à House pour le remercier pour ce qu'il a fait pour elle. Pour moi, c'est à partir de cet épisode que quelque chose naît entre
Aos et Cuddy. En venant devant chez lui, je pense que Cuddy s'attendait à quelque chose venant de la part de Aos, mais il n'est pas réceptif. Dernier épisode, un épisode très particulier puisqu'on démarre en intro avec un homme qui débarque durant un diagnostic différentiel et tire sur Aos. Après ça, l'épisode propose une intrigue très méta totalement inventée par l'esprit de Aos pendant son coma, où ce dernier cherche le bon diagnostic pour ce qui est sûrement le patient le plus dégueulasse de la série. Malgré les propositions très méta de l'épisode passant du dynamique paraissant réel à une belle descente quand on se rend compte que rien de ça n'était réel, comme le patient de l'épisode qui en fait n'existe pas. Ceci dit, les échanges entre Aos et son agresseur sont très intéressants. Pour vous, la vérité sans faille est une donnée quantifiable, mesurable. Les bonnes intentions ne comptent pas, les élans de votre cœur ne comptent pas. L'affection ne compte pas. On ne peut pas apprécier la vie d'un homme au chagrin qu'il laisse à sa mort. Mais ce n'est pas parce que ce chagrin n'est pas quantifiable ou parce que vous ne voulez pas en tenir compte qu'il n'existe pas. Et même si je me trompe, vous êtes malheureux. Avez-vous vraiment cru que votre but dans la vie, c'était de vous sacrifier, sans jamais rien recevoir en échange? Votre conviction profonde, c'est qu'il n'y a pas de but, pas de sens à quoi que ce soit. Même tous ces gens à qui vous sauvez la vie, vous les méprisez. Les rares bonnes choses qui vous arrivent dans la vie, vous les asséchez pour les vider de leur sens. Vous êtes malheureux et dans le néant. Je me demande ce qui vous donne le goût de vivre. Son but dans la vie, le sens de ce qu'il fait. En fait, le sujet de cet épisode final, c'est le malheur de Aos. Durant l'épisode, Aos se rend compte que Wilson et Cuddy ont comploté contre lui pour lui donner une injection de kétamine et un léger coma, ce qui fait qu'Aos n'a plus mal en utilisant sa jambe, qu'il peut se passer de la canne. Sauf qu'après avoir pensé qu'on était revenu à la réalité, en fait, c'était encore une phase méta, où on se rend compte finalement que c'était Aos lui-même qui a demandé à Cuddy de lui donner le traitement expérimental pour retrouver l'usage de sa jambe sans souffrir. En fait, durant l'épisode, Aos fait son propre diagnostic de ces derniers temps, vis-à-vis de son addiction et de ses perfs de morphine, le fait d'être un junkie, d'où sa décision de finalement accepter le traitement qui pourrait lui redonner l'usage de sa jambe sans souffrir, et lui permettre peut-être d'être moins malheureux. À travers cette saison 2, l'univers de Aos s'étend un peu plus, on découvre de nouveaux personnages, on approfondit un peu plus le personnage de Aos, surtout à travers sa relation avec Stacy. On est sur une saison qui remet en cause la vision de Aos sur son mal-être. Le fait de perdre à nouveau Stacy brise encore plus Aos, mais le dernier épisode, le mettant dans une situation proche de la mort, le conduit à choisir d'essayer d'être moins malheureux, et ce, en commençant par se séparer de la douleur qu'il habite depuis des années. Je vais pas y revenir en profondeur, mais cette saison marque aussi les débuts d'une relation plus amicale ou professionnelle entre Cameron et Chase, tandis qu'avec un double épisode de qualité, on en apprend énormément sur Foreman. Avec ce double épisode, on se rend compte que, quand même, Aos est attaché à son équipe et sait qu'il a besoin d'elle. Attaché car il ira jusqu'à prendre soin de Foreman quand il devient un patient, alors que par habitude, il est obsédé par la solution au puzzle, quitte à totalement ignorer le patient. Et ce sentiment de besoin envers son équipe, quand Foreman revient après sa seconde chance mais trop heureux, le faisant redescendre pour retrouver un collègue combatif et le remettant en question, lui plaçant une espèce de limite, d'avertissement pour étoffer ses réflexions et les différentiels de surcroît. Somme toute, la fin de saison 2 est annonciatrice d'une saison 3, sous le signe d'un nouveau départ pour Aos.